Ce quartier de la gare de Perpignan, Joseph Belmonte n'est pas près de l'oublier. Le 21 décembre 1997, ce policier est appelé en urgence sur une scène de crime. La jeune fille, elle était sur le dos, elle était en position, elle avait les bras écartés, les jambes écartées. Elle a été découpée comme je n'avais jamais vu en 40 ans, quoi. La découverte de ce corps va donner naissance à l'un des plus grands mystères judiciaires de ces 20 dernières années. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter le temps. En 1997, à la place de ce lotissement, il n'y avait qu'un terrain vague. Ces images n'ont jamais été diffusées. À l'époque, nous avions suivi les collègues de Joseph Belmonte, les policiers en charge de l'enquête. Nous voici sur le lieu du meurtre. Bon alors voilà, on se trouve approximativement à l'endroit où le corps a été découvert. On arrive mal à se repérer, mais ça devrait se situer dans cette zone que j'éclaire là. C'est sous cet arbre que le corps de Mokhtaria Chaïb, 19 ans, est retrouvé atrocement mutilé. Pendant des années, ce meurtre reste inexpliqué. Mais c'était sans compter sur les progrès de la science. Il y a quelques mois, un juge ordonne de nouveaux tests ADN et 17 ans après le meurtre, il désigne enfin un homme. Ce père de famille, Jacques Rançon, 54 ans. Rapidement, il passe aux aveux. Son arrestation permettra peut-être de résoudre l'énigme des disparus de la gare de Perpignan. Tout s'est déroulé dans un rayon de 3 km autour de la gare. Tatiana Andoujar, 17 ans, disparaît le 24 septembre 1995. Mokhtaria Chaïb, elle, est retrouvée le 21 décembre 1997. Et 6 mois plus tard, Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans, est découverte sauvagement mutilée elle aussi. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, Jacques Rançon est-il le lien entre ces trois affaires ? La vie tourmentée de cet homme commence en Picardie. Au milieu des années 80, il habite Moreuil. Il a une vingtaine d'années et travaille comme manutentionnaire dans cette usine de préparation de colis. Son collègue de l'époque, Yves Quéhin, se souvient d'un homme à première vue assez simple. Il avait une réputation normale, quoi. Comme quelqu'un qui travaille à l'usine et puis que, bon, il sort la nuit, enfin il sort le week-end, c'est tout. Jacques sort et boit beaucoup. Il serait aussi très violent avec sa compagne. Tapé dessus, quoi, parce que c'est un gars qui, pendant un temps, il buvait aussi, hein. Donc il y avait pas mal d'histoires. Puis bon, par la suite, quand on s'est un peu plus connus, on s'est aperçu quand même qu'il était très jaloux. Donc sa femme, elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait. Donc, C'est en 92 que Jacques Rançon va déraper. Un soir, en sortant de boîte de nuit, il bloque la voiture d'une jeune femme, l'agresse et la viole. Il est rapidement arrêté, reconnaît les faits et écope d'une peine de 8 ans de prison. Selon Maître Hubert Delarue, son avocat de l'époque, malgré la gravité de ses actes, rien ne laissait présager que son client aurait pu être capable de meurtre. Monsieur Rançon, c'est monsieur tout le monde, hein. C'est un monsieur issu d'un milieu simple et il n'accroche pas la lumière. Il n'apparaît pas pour moi, des souvenirs que j'en ai, comme un grand pervers manipulateur, une personnalité inquiétante. Non. Avec les remises de peine, son client sort au bout de 5 ans de prison. À sa libération, Jacques Rançon décide de quitter la Picardie pour le sud de la France. Il s'installe à Perpignan. Nous sommes en septembre 1997. Ici, au moins, personne ne connaît son passé judiciaire. Il se fond dans la foule. Dans le quartier de la gare, il loue une chambre dans ce petit hôtel. 3 mois plus tard, c'est dans ce même quartier que Mokhtaria Chaïb est vue pour la dernière fois. L'étudiante en sociologie est retrouvée morte le 21 décembre. Son corps porte les traces d'une dizaine de coups de couteau
et de mutilations très précises. Les enquêteurs se demandent alors si le tueur n'est pas un professionnel du scalpel. L'inspecteur Joseph Belmont, aujourd'hui à la retraite, était un des policiers chargés de la traque. C'est vrai que les découpes sur Mokhtar Chaïb étaient très propres. Elle avait été vidée de son sang, donc à partir de ce moment-là, bon, le médecin légiste, donc tout ce qui était médecin, nous disait il faut avoir la dextérité pour l'avoir découpée de la sorte. Ça ne peut être qu'un infirmier ou qu'un boucher, quelqu'un qui a l'habitude. Les enquêteurs recherchent un individu capable de manier aussi bien le scalpel qu'un couteau. Des dizaines d'hommes de la région sont entendus, mais 6 mois passent et les policiers n'ont aucune piste. L'affaire se complique le 22 juin 1998. Marie-Hélène González est retrouvée morte, elle aussi mutilée et décapitée. Le mode opératoire ressemble étrangement à celui du meurtre de Mokhtaria Chaïb. Autre coïncidence, elle aussi a été vue pour la dernière fois dans le quartier de la Gare. Un tueur en série rôde-t-il à Perpignan? La psychose s'empare de la ville. En 1998, après le 2e meurtre, nous avions accompagné les policiers dans leur traque. Le moindre suspect est arrêté et contrôlé. À la recherche d'indices, ils n'ont d'autre choix que de passer la ville au peigne fin. Et notamment le quartier de la Gare. C'est vrai qu'au départ de ces affaires, la ville a été soumise à une psychose, c'est sûr. Tous les appels de personnes, surtout en soirée, qui voient quelqu'un qui les suit. Appelle le commissariat, j'ai un type qui me suit, alors bon, il est évident qu'on intervient rapidement. C'est dans ce climat de peur que le nom de Jacques Rançon apparaît en 1999 pour la première fois dans cette enquête. Une femme le signale à la police. Jacques Rançon aurait tenté de l'intimider. L'homme a un comportement étrange et il vit à côté de la gare. Pour l'inspecteur Joseph Belmont, cela fait de lui un suspect. C'est l'hôtel où il y avait Rançon qui était hébergé dans cet hôtel. Ça nous a permis de venir l'interpeller. Il était dans la chambre de l'hôtel du Berry. Nous avons fait une perquisition. Et effectivement, à l'issue de son audition, il a été remis dehors. Ils n'ont aucune preuve contre lui et sont obligés de le relâcher. Pendant des années, les enquêteurs ne lâchent pas l'affaire des disparus de Perpignan. En 2012, la juge d'instruction en charge du dossier profite d'une nouvelle technique scientifique d'analyse ADN pour repasser au crible les habits des victimes. Mais cela ne donne rien, car Jacques Rançon n'est toujours pas fiché. Ce qui va finir par le confondre, c'est sa relation destructrice avec cette jeune femme, Lolita. Il la rencontre en 2005. À l'époque, elle a 16 ans, lui 45. Elle ne sait rien de son passé. Au début, le couple semble amoureux. Ils vont même avoir 2 enfants ensemble. Mais rapidement, leur relation va se dégrader. Au début, ça se passait bien. Ça s'est bien passé jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma fille. Et ensuite, c'est là qu'il a commencé à lever la main sur moi. Et avec l'alcool, ça n'arrangeait pas la chose. Parce que sa colère montait plus vite. Et s'en prenait à moi alors que j'avais rien fait. Jacques passerait aussi beaucoup de temps sur l'ordinateur à regarder des films pornographiques. Et puis, il aurait une manie. Selon Lolita, il sortait souvent seul le soir dans le quartier où ont eu lieu les meurtres. Avant que je m'installe avec, il traînait déjà beaucoup à la gare. Il avait des amis là-bas, soi-disant. Il allait boire des verres. Après, à chaque fois qu'on se disputait, donc il prenait sa voiture, il trouvait une excuse, hop, il partait. Et à chaque fois qu'il partait tout seul la nuit, il allait à la gare. Mais j'ai jamais su pourquoi. Pour lui, c'était normal, il se baladait pour lui.
Après 7 ans de vie commune, Lolita le quitte et part avec Franck, son compagnon actuel. Jacques ne le supporte pas, il les harcèle. Et un soir de 2012, il les attend à la sortie d'un dîner chez des amis, avec un couteau à la main. Il m'a couru après, il m'a menacé de me planter, etc. Moi, j'ai couru, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai été me cacher. J'avais très peur qu'il me retrouve et là, je me suis dit, si jamais il me retrouve, sachant que je peux plus partir, ma vie, elle est finie, quoi. C'est un homme, quand il se met en colère, il est... sans incontrôlable. Incontrôlable, c'est effrayant, effrayant. Lolita porte plainte. Jacques est condamné pour violence volontaire aggravée. Il passera 9 mois en détention. À sa sortie de prison, en juillet 2014, son ADN est prélevé, comme c'est la procédure aujourd'hui dans ce type de condamnation. Il est comparé au fichier national des empreintes génétiques. Et coup de théâtre. L'ADN de Jacques Ranson correspond au dernier prélèvement effectué sur les scellés de Mokhtaria Chaïb. 17 ans après les faits, l'homme est confondu. Après 36 heures de garde à vue, il craque et passe aux aveux, comme l'explique son avocat, maître Xavier Capelet. Il a décidé de soulager sa conscience et de s'expliquer, tout simplement, sur ce qui s'était passé. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait réellement de préméditation. Il a expliqué, voilà, avoir réagi sur le coup d'une pulsion, comme il l'avait fait, semble-t-il, pour les autres affaires dans lesquelles il a été jugé. C'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde. Malgré tout, Jacques Ranson a un fervent défenseur, inattendu. Bonjour. Le frère de Lolita. Même si Jacques frappait sa sœur, Gaëtan ne le voit pas dans la peau d'un meurtrier. Il en dresse un portrait étonnant. Quand on voit qu'il a fait du mal à ma sœur et que donc on se pose la question, quand on apprend ça et qu'on lit les journaux, on se dit bah, c'est Jacques, quoi, c'est pas possible. Hein, c'est vrai, ça te tombe de haut. Mais après, quand on fait les rapprochements, qu'il a eu des enfants, que c'était un papa cool, un bon élément, un bon papa, quelqu'un qui se battrait, qui donnerait sa vie pour ses enfants, je pense pas qu'il ait pu enlever une vie, je pense pas que ce soit Jacques. Si Jacques Ranson a reconnu le viol et le meurtre de Mokhtaria Chaïb, son ancienne compagne Lolita le croit incapable d'avoir mutilé une femme avec une telle dextérité. Le viol, en sachant qu'il a déjà été condamné pour ça, je pense que c'est lui qui l'a fait, moi personnellement. Les mutilations, si je ne me trompe pas, je le vois mal avoir des compétences en chirurgie. En réfléchissant bien, moi, personnellement, je me dis qu'il doit avoir un complice. Cette piste n'aurait d'ailleurs pas été totalement écartée par les enquêteurs. C'est très difficile d'imaginer Ranson en pleine nuit et de découper cette jeune fille avec une lampe électrique, avec un simple couteau. Je ne sais pas, j'ai des doutes. Il peut être coupable, mais il peut avoir un complice également. Il peut avoir un complice. Pour l'instant, on ne sait pas. L'enquête est là, on ne sait pas du tout. On ne sait pas. Les inspecteurs ont bon espoir de le savoir rapidement. D'autres traces ADN ont été découvertes récemment sur les scellés. Aux yeux de la justice, Jacques Ranson est toujours présumé innocent. Pour le meurtre de Mokhtaria, il risque la perpétuité. Reste maintenant à savoir s'il est impliqué dans celui de Marie-Hélène Gonzalez et dans la disparition de Tatiana Andoujar. L'affaire des disparus de Perpignan n'a pas encore révélé tous ses secrets.